pour la caméra. Bonjour à tous, merci de vous être connectés. Merci de vous être connectés à ce lundi du GERSI, qui a pour titre Essai de phase précoce, intérêts et contraintes. Donc le docteur Marie Robert, qui est oncologue médical et responsable de l'unité de développement des thérapies innovantes à l'ICO site Gauduchot, va nous présenter cette conférence qui va durer environ 1 heure. Vous pourrez vous poser vos questions à la suite. Donc avant de donner la parole au docteur Robert, qu'on remercie encore une fois de bien vouloir présenter cette conférence, on va faire un tout petit point sur l'outil pour que vous ayez toutes les cartes en main. Donc, certains d'entre vous sont bien habitués désormais. Donc, pour participer au webinaire, vous pouvez donc écouter la conférence via l'audio de votre ordinateur. Vous pouvez aussi l'écouter, j'imagine, par téléphone, mais c'est moins simple et moins confortable. Donc, pour ça, il va falloir que vous cochiez, sélectionnez l'appel téléphonique dans le panneau de configuration. Et ça va vous indiquer un numéro à composer, le code d'accès et le code PIN qui va vous être demandé quand vous allez appeler ce numéro. Voilà. Pour poser une question, on va vous inviter à lever la main. Donc, c'est le petit icône sur la gauche du panneau d'instruction qui va nous permettre de voir que vous voulez poser une question. Et on pourra ainsi vous donner la parole si vous avez un micro. À défaut, si vous n'avez pas de micro, vous pouvez taper vos questions dans le petit chat et Cécile et moi les lirons soit au fur et à mesure de la conférence s'il y a des pauses ou sinon, en général, comme on le fait d'habitude, à la fin de la présentation du docteur Robert. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour cette slide. On vous demandera, pour ceux qui sont tout seuls derrière leur écran, ils se sont sans doute inscrits, donc on aura vos noms et vos coordonnées. Par contre, pour tous ceux qui sont ensemble dans une salle, on vous invite à télécharger sur le panneau sur le menu la liste d'émargement et l'autorisation de webinaire à nous renvoyer à Cécile ou moi ou à contact@gersi-geo.org pour savoir à peu près combien de personnes ont assisté à cette présentation. Voilà, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Je vais laisser la main au docteur Robert. Tac. Je crois que vous pouvez prendre la main. Alors, désigner comme présentateur. Voilà. c'est écran. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui, c'est bon. Parfait, c'est parfait. C'est parti. Donc, on m'a demandé de discuter des essais de phase précoce et de leurs intérêts et de leurs contraintes. Donc, comme il a été dit en introduction, moi, je suis oncologue médicale. Donc, je ne suis absolument pas spécialisée dans les essais de phase précoce sur les volontaires sains, mais je serais très contente de discuter avec certains d'entre vous, ou si d'autres ont des commentaires à ajouter là-dessus, n'hésitez pas, soit pendant la présentation, soit en fin de présentation. Donc, moi, ça va être plutôt axé sur ce que je connais le mieux, c'est-à-dire l'oncologie, enfin l'oncohématologie. Et tout d'abord, quelques rappels. Donc, le développement classique d'un médicament suit 3 grandes phases que vous connaissez, de la phase 1 à la phase 3, avec parfois une phase 4. Et dans cette présentation, on va se concentrer plutôt sur les phases 1 et 2, et en particulier sur les phases 1. Une phase 1, donc ça a pour objectif de déterminer le plus rapidement et le plus précisément possible la dose qui sera recommandée pour les essais de phase 2. Il peut s'agir d'une première administration de la molécule à l'homme, mais ce n'est pas systématique. Dans la majorité des cas, ça a lieu chez des volontaires sains, à l'exception de certaines spécialités comme l'oncohématologie ou le VIH. Le design de ces études sont le plus souvent des designs d'escalade de doses avec une augmentation progressive par paliers successifs des doses qu'on va utiliser chez les patients.
L'objectif va être de trouver la dose maximale tolérée, qui va être finalement la dose la plus élevée pour laquelle on n'a pas d'effet indésirable inacceptable de mis en évidence. On parle aussi dans ces essais de doses limitantes, dose toxique, de toxicité dose limitante plutôt que dose limitante toxique, qui est la dose à laquelle on observe, la dose à laquelle on observe des toxicités qui sont considérées comme inacceptables pour les patients. Et on arrête cet essai de phase 1 lorsqu'on a une proportion définie de patients qui vont présenter des doses limitantes toxiques pour une même dose. Ensuite, on a l'étude de phase 2 qui, là, est vraiment une étape charnière qui va valider la poursuite ou non du développement de la thérapeutique étudiée. L'objectif, c'est de détecter le plus rapidement possible des molécules efficaces tout en minimisant le risque de passer à côté d'un traitement actif, mais également de minimiser le risque de patients qui seraient traités par des traitements avec une efficacité insuffisante. Donc, dans ces études, on utilise souvent un petit nombre de patients et on arrête, si possible, précocement en cas d'inefficacité le traitement. Donc, on utilise des critères de jugement d'efficacité qui peuvent être évaluables à court terme. En cancérologie, en oncohématologie, on utilise souvent ce qu'on appelle le taux de réponse objective, qui est la somme des patients qui sont en réponse partielle ou en réponse complète. Donc, on ne prend absolument pas en compte très souvent les stabilités observées. Les essais de phase 2 sont aussi des essais où on va évidemment s'intéresser à la safety des patients. Donc, on recueille, on vérifie la tolérance du traitement et on continue à recueillir des données de pharmacocinétique et de pharmacodynamie. On a également, qui peut s'intercaler, ce qui arrive de plus en plus souvent, des études de phase 1-2 qui vont combiner une étude de phase 1 de toxicité à une étude de phase 2 d'efficacité, l'objectif étant de diminuer le coût et la durée du développement du médicament. Puis, classiquement, on a l'étude de phase 3 qui a pour objectif d'apporter la preuve de l'efficacité et de la supériorité de la thérapeutique testée au cours d'essais randomisés versus le gold standard ou un placebo, avec à l'issue des résultats de l'étude de phase 3 qui peuvent être soumises aux autorités européennes, aux autorités compétentes pour l'obtention de l'autorité de mise sur le marché. On a parfois des études de phase 4 qui peuvent être demandées par les autorités sanitaires et là qui interviennent après l'autorisation de mise sur le marché. Études de phase 4 qui sont des études de pharmacovigilance en vie réelle, du coup sur un très très grand nombre de patients et qui permettent de parfaire la connaissance du médicament et également de détecter des effets indésirables rares. Là, on a le cas, un cas très récent et d'actualité avec le vaccin AstraZeneca, où finalement les données de pharmacovigilance ont permis de mettre en évidence des cas de thrombose qui étaient très rares et qui n'avaient pas été détectés dans les études jusqu'alors. Donc, les essais de phase précoce, c'est le premier stade d'évaluation d'un nouveau médicament chez l'homme, avec pour objectif l'évaluation de la sécurité d'utilisation des nouvelles molécules. On peut étudier également de nouvelles modalités d'administration, par exemple les injections intratumorales ou l'utilisation de chimiothérapie, par exemple par voie intrapéritonéale, développement de nouvelles techniques de traitement ou dans de nouvelles indications. Et puis d'étudier la safety chez le patient, les signes d'activité clinique évidemment, et puis le devenir dans l'organisme des molécules. En France, 72% des essais de phase précoce ont lieu dans le champ de l'oncohématologie. Donc, par le passé, on avait un développement du médicament qui était assez classique. On avait un médicament qui était ensuite étudié dans un essai thérapeutique et on essayait de voir quels patients répondaient les mieux au traitement étudié. De plus en plus, avec l'amélioration des connaissances scientifiques, l'amélioration des techniques, on essaye de savoir, d'avoir un profil moléculaire de la tumeur plus précis pour essayer de trouver
le traitement qui sera le plus adapté à ce profil moléculaire. Donc, c'est là que sont apparues au fur et à mesure les thérapies ciblées et donc des pré-screenings avant l'inclusion des patients dans les protocoles. Si on rentre un petit peu maintenant dans le vif du sujet, on va commencer par les contraintes de ces essais cliniques de phase précoce, et tout d'abord pour les promoteurs et les centres investigateurs. Pour le promoteur de l'essai thérapeutique, avant de pouvoir mettre en place son essai, il va falloir qu'il dépose son dossier devant l'autorité compétente en France, c'est l'autorité nationale de sûreté du médicament, mais également il doit déposer son dossier devant le comité de protection des personnes. La NSM, c'est une espèce de police sanitaire et c'est la seule autorité compétente pour empêcher l'essai thérapeutique d'avoir lieu, enfin lui refuser son autorisation, mais également pour demander des modifications du protocole pour qu'il soit en accord avec la législation française et européenne. Et puis, le comité de protection des personnes, c'est une structure, ce sont des structures qui sont indépendantes, qu'on peut constituer à part égale de personnes de la société civile, mais également de personnes qui font partie du domaine médico-scientifique. L'objectif de ce comité de protection des personnes, c'est de veiller à la sécurité des patients, de veiller au bien fondé de la recherche clinique, de vérifier qu'il y a des données suffisantes, en particulier précliniques, pour justifier la mise en place d'un tel essai, et également de vérifier que le promoteur respecte la législation française. Ce n'est qu'à l'issue, que lorsque le promoteur a reçu l'avis favorable du CPP et l'autorisation de l'autorité nationale de sûreté du médicament, que le traitement peut être mis en place. Est-ce que ça vous gêne? Je ne sais pas si vous voyez ça sur mon écran aussi ou pas. Vous voyez bien que mes diapos? On voit que vos diapos. On voit que... D'accord, donc c'est bon. Donc ça, c'était pour le dérouler un petit peu. Et quel est le contexte juridique? Il y a le règlement européen du médicament et plusieurs décrets qui ont été mis en place par la suite. Et puis, en 2016, il y a, suite au décès d'un volontaire sain dans un essai clinique de phase précoce sur Rennes, une nouvelle organisation a été mise en place en 2017 avec de nouvelles recommandations de la European Medical Agency pour les essais de première administration à l'homme. Ça a eu comme conséquence d'augmenter de manière significative les délais dans l'obtention des autorisations réglementaires, puisqu'il y a un délai pour la NSM réglementaire. L'ANSM doit rendre son autorisation ou sa non-autorisation dans les 60 jours suivant le dépôt du dossier. Et là, en 2017, suite à cela, l'ANSM rendait il y avait une moyenne de retour de l'ANSM d'environ 95 jours, avec en parallèle une diminution également du nombre d'autorisations pour de nouveaux essais thérapeutiques. Donc, de nombreux efforts ont été faits par les autorités compétentes et en 2018, on peut voir qu'on a une diminution du temps pour avoir le retour de la NSM qui est passé de nouveau sous la barre des 60 jours qu'on voit ici et plutôt aux alentours des 40 jours avec parallèlement une augmentation de la soumission du nombre d'essais de l'ordre de 8% sur l'année. Malgré tout ça, les délais de mise en place en France sont assez longs. Donc là, on voit les différentes étapes, celles dont je vous parlais, ANSM plus CPP. Dans les suites de ça, il y a la convention unique qui est signée et la mise en place du premier centre est faite. L'inclusion du premier patient a lieu environ 7 mois après le dépôt initial du dossier, donc ce qui prend pas mal de temps. Mais il y a de nombreux efforts qui ont été faits puisque les délais pour la NSM sont passés d'environ 60 jours à 40 jours,
pour le CPP de 90 jours à 67 jours et pour la signature de la convention unique de 76 à 70 jours. Mais malgré ça, on a encore de longs délais de mise en place qui sont nettement supérieurs à nos collègues européens. En Espagne, c'est à peu près 189 jours et en Europe, la moyenne européenne, c'est de 139 jours. Avec le Covid, on peut voir que finalement, il est possible, avec une mobilisation forte de l'ensemble des acteurs, de réduire ces délais là, pendant le Covid, c'était même 21 jours. C'était très, très raccourci. Donc, on peut en faire encore mieux que ce qui a été fait. Et pour améliorer tout ça, il a été mis en place par l'ANSM 2 autres voies de soumission qu'on appelle les fast track pour des molécules, enfin des essais cliniques de traitement innovants, ou alors une deuxième voie pour des nouveaux essais avec une molécule qui était déjà connue, mais dans une indication différente. Avec pour ces fast track des délais d'instruction qui doivent être de l'ordre de 40 ou 25 jours selon les voies, donc nettement raccourcis pour permettre l'arrivée de traitements innovants plus rapidement pour les patients. La recherche clinique au sens large, c'est une recherche qui est très compétitive au niveau international et on voit qu'au niveau mondial, les nouveaux essais thérapeutiques sont majoritairement mis en place sur la zone États-Unis-Canada. Donc ça, c'est les essais thérapeutiques au sens large. Hein, je ne parle pas spécifiquement onco-hématologie, avec la zone Europe qui arrive deuxième. Pour ce qui est de la France au niveau européen, on est quatrième. Quatrième à mettre en place les essais au sein de la zone Europe. Si on regarde d'un peu plus près et si on regarde les essais de phase précoce, la France est un peu moins bien située qu'au global et on est au 5e rang pour les essais de phase précoce, probablement avec jusque-là, un espèce d'équilibre entre les essais de phase précoce, très précoce de première administration à l'homme, et les essais de phase, on va dire les expansions et les essais de phase 1B. Et là, sur les dernières années, un équilibre qui est un peu perdu, avec moins d'essais de première administration à l'homme et plus d'essais de cohorte d'expansion et d'essais de phase 1B en France, puisque maintenant, c'est à peu près 25% seulement d'essais de première administration à l'homme qui vont avoir lieu chez nous. Probablement lié au fait que les maisons mères des partenaires industriels vont plus souvent choisir des pays où les mises en place vont être plus faciles et surtout plus rapides. Et donc vont choisir par exemple en Europe plus facilement la Belgique et l'Espagne où les délais de mise en place sont plus courts que les nôtres. Pour ce qui est de l'onco-hématologie, on est un peu mieux placé puisqu'on est au deuxième rang européen avec 19% des essais mis en place en France. Donc les obligations, je suis désolée, je vais juste couper le téléphone de ma collègue. Excusez-moi. Donc pour la réglementation des essais cliniques, donc les obligations, on l'a vu, soumission préalable au comité de protection des personnes auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Il va y avoir besoin également de faire une déclaration auprès de la CNIL puisqu'il va y avoir la constitution d'un fichier de collecte des données des patients. Il est fortement recommandé d'enregistrer l'essai sur ClinicalTrials.gov, qui est un registre de l'ensemble des essais au niveau international, et c'est obligatoire auprès de l'EDRACT pour obtenir un numéro d'enregistrement qui sera nécessaire au dépôt de l'AMM. Le DRACT, c'est destiné à identifier chaque recherche qui va avoir lieu sur plusieurs sites éventuels au sein de la communauté européenne. Le promoteur se doit de souscrire une assurance, de fournir gratuitement l'ensemble des médicaments, donc ça c'est surtout vrai pour les promoteurs industriels, et de prendre en charge les fournitures et les examens demandés pour le protocole. Pour les protocoles des industriels, c'est moins vrai pour l'académique encore une fois. Par exemple,
les frais liés au transport des patients et parfois même les frais d'hôtel, les frais d'hôtellerie peuvent être pris en charge par le promoteur. Il est nécessaire pour le promoteur, mais évidemment aussi pour les centres investigateurs, enfin les médecins qui verront le patient, de délivrer une information claire et complète pour retenir un consentement écrit, libre et éclairé du patient. Ça, c'était sur la partie réglementaire. Pour la partie, on va dire, centre investigateur, les essais thérapeutiques de phase précoce doivent avoir lieu dans des unités dédiées qui ont reçu l'autorisation de mener à bien ces essais thérapeutiques et une accréditation. Et en cancérologie, il y a une labellisation aussi de ces centres des essais cliniques de phase précoce qu'on appelle les unités CLIP2. Ces unités doivent avoir à proximité une unité de soins intensifs. Donc, en particulier, c'est pour les premières administrations à l'homme, on n'a pas trop de retour sur la réaction potentielle que l'administration du traitement peut avoir. Donc, on a besoin de quoi réanimer les patients en cas de besoin. Il est impératif d'avoir une équipe médicale et paramédicale formée à la recherche clinique et aux bonnes pratiques de la recherche clinique, donc aux essais de phase 1, mais à l'évaluation de la toxicité des traitements dans ces essais, à la surveillance dans ces essais qui est également plus rapprochée, et également à la réalisation, par exemple, des points de pharmacocinétique qu'on peut réaliser sur les tranches de 24 heures. Donc un personnel qui doit être formé et une équipe finalement un peu multidisciplinaire impliquée dans la prise en charge des patients. Du matériel spécifique est également nécessaire. C'est pas du tout exhaustif la liste que j'ai mise là, simplement pour avoir une idée. On a besoin de centrifugeuses, de congélateurs à très basse température pour garder les éventuels prélèvements, et puis une salle de monitoring pour les attachés de recherche clinique des promoteurs. Ces essais thérapeutiques de phase précoce ont toujours été plus complexes que des essais de phase plus avancée, de phase 3 en particulier, mais on a vu apparaître une complexité de plus en plus importante au fur et à mesure des années, avec le corollaire de ça étant que le temps, ça prend plus de temps pour nos attachés de recherche clinique et pour nos infirmières de recherche clinique. Donc c'est de plus en plus chronophage, de plus en plus demander de choses à nos personnels. Et donc, je vous montrerai tout à l'heure un petit exemple d'une fiche qu'utilisent nos infirmières pour s'aider, pour être guidées sur la prise en charge du patient et ne pas louper, ne pas oublier de points, par exemple, de pharmacocinétique ou de surveillance pour vous montrer à quel point ça peut être contraignant et chronophage. Petit exemple de l'unité thérapeutique des phases précoces qu'on a, nous, au sein de l'établissement. C'est surtout pour vous montrer que c'est très multidisciplinaire, puisque, outre les praticiens médicaux, il y a les infirmières de recherche clinique, les chefs de projet dédiés à ces thérapeutiques de phase précoce. Nous, on a également des attachés de recherche clinique qui sont également dédiés, un centre de ressources biologiques et des pharmaciens et des assistants de pharmacie, l'ensemble de cette équipe étant formée aux essais de phase précoce. Donc, c'est vraiment une prise en charge également multidisciplinaire. Et donc ça, c'est la petite feuille de route dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un essai qu'on a actuellement au sein de l'établissement pour des patients atteints de cancer du sein métastatique, de chimiothérapie associée à des immunomodulateurs ou de l'immunothérapie. Et on peut voir que l'infirmière, donc outre les prélèvements de pharmacocinétique qu'on va avoir ici, le patient doit être surveillé de manière très très rapprochée. Et en voyant le planning de cela, on peut très vite se rendre compte que finalement, l'infirmière va passer une grande partie de son temps au pied du lit du malade et qu'elle ne peut donc pas matériellement s'occuper d'un autre patient. Donc, on a besoin pour ces essais de phase précoce d'un ratio d'infirmières par patient qui est nettement plus élevé que ce qu'on a habituellement en clinique et en routine.
Pour ce qui est maintenant de la sélection des doses, c'est une des contraintes également pour les essais thérapeutiques de phase précoce. Hein. On a dit que c'était l'objectif, c'était de trouver la dose qui sera recommandée pour l'essai de phase 2. La difficulté quand on fait le design d'une étude de phase précoce, ça va être de soit décider de choisir des paliers de doses, de monter les paliers de doses relativement rapidement, mais avec le risque de voir apparaître des toxicités aussi plus rapidement, ou alors d'aller plus lentement sur l'escalade de doses, mais avec le risque que plus de patients reçoivent des doses infrathérapeutiques et donc potentiellement inactives. En général, on utilise la méthode, ce qui est le plus utilisé, c'est cette méthode-là, la méthode d'escalade de dose selon le schéma de Fibonacci. Donc, c'est la méthode 3 plus 3, où on inclut 3 patients à un certain palier. En l'absence de de toxicité, pardon, les patients sont inclus au palier supérieur. Si jamais il y a une toxicité sur un des paliers, on inclut 3 patients supplémentaires. Si par contre, il y a 2 ou 3 des patients, c'était pas une toxicité, c'était un patient sur celui d'avant, et s'il y a 2 ou 3 patients qui présentent une toxicité sur le palier, dans ce cas-là, on arrête l'escalade de dose et 3 patients supplémentaires sont inclus dans le palier précédent. La dose maximale tolérée étant définie comme, en général, c'est le palier qui précède l'arrêt de l'escalade de dose, c'est-à-dire le palier précédent là où on a eu les doses limitantes toxiques les plus importantes. Le problème de ça, c'est que donc on a les patients qui peuvent recevoir des doses infrathérapeutiques et donc non actives, que chaque étape ne tient pas forcément compte de l'information qui a été reçue à l'étape précédente, et que on peut parfois on peut ne pas arriver à la dose maximale tolérée. Enfin, on peut augmenter toutes les doses et aller jusqu'au maximum. Donc c'est difficile, c'est compliqué. Et d'ailleurs, les agences réglementaires pointent du doigt un rationnel qui est insuffisant dans la sélection de la dose. En oncohématologie, ce schéma est probablement pas toujours adapté aux thérapies qui sont non cytotoxiques, hein, qui sont les thérapies ciblées. Souvent, ces toxicités sont évaluées sur le premier cycle, maintenant un peu plus sur le premier et le deuxième cycle, mais en tout cas sur les premiers cycles. Or, une toxicité peut apparaître plus tardivement. Et puis, pour les thérapies ciblées, et en particulier les anticorps monoclonaux, probablement qu'on surestime la dose maximale tolérée, puisque pour les anticorps monoclonaux, on peut avoir un phénomène de saturation qui apparaît, c'est-à-dire qu'on aura beau augmenter la dose, on aura un palier en pharmacocinétique et en pharmacodynamie qui fait qu'on aura beau augmenter, l'effet finalement va être plafonné. Donc on utilise très probablement des doses nettement supérieures à ce qu'on devrait utiliser, ce qu'on aurait besoin d'utiliser avec ces anticorps monoclonaux par exemple. Il a été montré qu'une mauvaise sélection de la dose est à l'origine d'environ 15% des essais de phase 3. Donc, c'est quand même important d'essayer d'améliorer cette sélection de dose. Une review a été faite sur 90 molécules en cancérologie qui ont reçu l'autorisation de mise sur le marché par la FDA entre janvier 2002 et février 2015. Parmi ces 90 molécules, il y avait 34 thérapies ciblées, et parmi ces 34 thérapies ciblées, 28 inhibiteurs de tyrosine kinase et 6 anticorps monoclonaux. Cette étude a montré que 86% de ces études avaient utilisé le schéma de dose et la dose qui avait été définie comme la dose recommandée pour la phase 2 à l'issue de l'essai de phase 1. Donc, ça n'avait pas été modifié pour la conduite de l'essai de phase 3. Et dans ces essais de phase 3, il a été montré qu'il y avait une augmentation significative des événements indésirables de grade 3-4, donc plutôt grave, avec des inhibiteurs de tyrosine kinase et avec les anticorps monoclonaux. Et ça survenait plus fréquemment avec ces inhibiteurs de tyrosine kinase. Le plus souvent, l'interruption de dose et l'adaptation posologique permettaient aux choses, à l'effet indésirable de rentrer dans l'ordre. Et dans ces essais, il n'a été reporté qu'un taux d'arrêt des traitements d'environ 9%.
l'équipe de RODA a fait une étude également sur les études de phase 3 de patients qui a été traité dans ces études par des inhibiteurs de tyrosine kinase. Ils ont montré, eux, que 45% des patients traités par ces inhibiteurs de tyrosine kinase ont eu besoin d'une modification de dose pour toxicité, avec une incidence de grade 3-4 qui était plus élevée dans les essais de phase 3 de combinaison que dans les essais de monothérapie. Et c'est important parce que ces inhibiteurs de tyrosine kinase sont souvent utilisés en combinaison pour majorer l'efficacité. Le risque, c'est que en cas de toxicité, on doive baisser les doses des deux partenaires. Or, il a été montré que des traitements en combinaison utilisés à des doses plus basses pouvaient être moins efficaces qu'une drogue utilisée en monothérapie à pleine dose. Ça a des impacts quand même non négligeables pour le traitement de nos patients. Donc, 4 points sont à prendre en compte pour décider de la dose la plus adaptée: la pharmacocinétique, la pharmacodynamie, la sécurité du patient et l'efficacité. Mais à l'issue de cette réflexion pour trouver la bonne dose, il n'est pas improbable que la dose maximale tolérée ne corresponde finalement pas à la dose qui sera recommandée pour la phase 2. Donc, méthode imparfaite. Et donc, l'équipe de RODA, pour cette raison, proposait une modification. Et donc, à l'issue de l'escalade de dose, d'avoir une expansion de cohorte un peu de manière systématique pour confirmer la dose qui serait utilisée en phase 2, d'étudier la toxicité sur un nombre de cycles plus important, et de dire que si plus de 30% des patients traités dans cette expansion de cohorte ont nécessité des modifications de dose, alors la dose est considérée comme non tolérée et devrait être modifiée pour la phase 2. Donc, en gros, l'étude de phase 1, il faut évaluer la dose effet à chaque étape de la prise en charge, probablement évaluer les toxicités de grade équivalent à des doses, des DLT au-delà du cycle 1 et en tenir compte. Et si aucune dose maximale tolérée n'est identifiée ou si on a un phénomène de saturation qui est observé, eh bien, utiliser s'aider de la pharmacocinétique et de la pharmacodynamie pour essayer de trouver la dose la plus adaptée. Il est parfois utilisé des doses fixes, en particulier en immunothérapie avec les anticorps monoclonaux, c'est ce qui est utilisé assez régulièrement pour cette raison-là. Quand on a trouvé la dose et qu'on a mené à bien notre étude de phase 1, quelle est la probabilité qu'une étude qui a été étudiée dans une étude de phase 1 obtienne une autorisation par les autorités compétentes? Là, on a une revue d'environ de plus de 3000 essais de phase 1 qui étaient utilisés et qui ont reçu secondairement une autorisation de mise sur le marché. Sur ces études, à peu près 386 patients auront été traités avec la dose qui aura obtenu l'AMM, donc la dose utilisée pour l'AMM et la molécule qui aura obtenu une autorisation de mise sur le marché, ce qui correspond à peu près à un patient sur 83 qui finalement aura reçu la drogue dans les conditions qui seront approuvées ensuite pour l'autorisation de mise sur le marché. Donc assez peu de patients qui auront le médicament tel qu'il sera approuvé par la suite. Une autre manière de voir les choses, c'est de voir combien de molécules pourront obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Donc là, c'est une review également de plusieurs études de phase 1, puisqu'en effet, on a un nombre croissant de molécules en développement, mais un nombre moyen de molécules qui vont obtenir la mise sur le marché qui est plutôt en diminution. Et là, la conclusion des auteurs, c'est qu'à peu près, il y a 10% de chances qu'une molécule obtienne, in fine, après tout le processus de développement, une autorisation de mise sur le marché.
Pour maintenant les patients, puisqu'on a vu les inconvénients, les contraintes pour les promoteurs et les centres investigateurs, pour les patients, même si c'est quand même beaucoup mieux, et je pense qu'en France, on n'est pas si mal, mais ça reste quand même une disparité d'accès aux essais de phase précoce. En oncologie, donc on a des CLIP qui sont des centres labellisés INCa pour la réalisation des essais thérapeutiques de phase précoce. On voit qu'ils sont quand même répartis de manière assez homogène sur le territoire, mais on a encore cette fameuse diagonale du vide où il n'y a aucun centre accrédité pour des essais de phase précoce. Ces CLIP 2 avaient initialement, ont pour objectif la mise à disposition de nouveaux médicaments pour nos patients. L'objectif est également aussi d'augmenter la visibilité et l'attractivité de notre recherche clinique française auprès en particulier auprès des industriels du médicament, soit en France ou à l'étranger, d'améliorer la qualité de ces essais et d'en augmenter le nombre pour augmenter l'offre sur le territoire français, de valoriser la recherche académique, mais également d'être force de proposition pour des essais cliniques, enfin des programmes cliniques de phase précoce, en particulier avec du criblage moléculaire. On voit que sur les dernières, enfin c'est assez vieux, ça commence à être vieux, 2010-2012, mais on voit qu'on a un nombre d'essais de phase précoce qui sont plutôt en augmentation. Ce qu'on voit également, c'est que en fonction, encore une fois, même si on se situe dans ces centres, à proximité de ces centres-ci, en fonction du centre duquel va dépendre le patient, on voit aussi que le nombre d'essais par centre est très disparate sur le territoire français, avec l'Institut Gustave Roussy qui est loin devant tous les autres. Et puis, par exemple, si un patient est à proximité de ces centres-ci, Montpellier, Bordeaux, etc., on voit une offre d'essais thérapeutiques à proximité qui est inférieure. Et donc, une possibilité pour le patient de bénéficier d'un essai thérapeutique qui pourrait lui correspondre, enfin une chance que ça puisse lui arriver, qui est moindre aussi en fonction de son lieu d'habitation. Et donc, certains patients vont devoir faire de nombreux kilomètres pour pouvoir avoir accès à ces essais thérapeutiques de phase précoce. Donc, pour nos patients, qu'est-ce que cela veut dire? Nous, ce qu'on veut, c'est déterminer la dose et la toxicité, avoir des données de pharmacocinétique et de pharmacodynamie pour améliorer nos connaissances sur la molécule et nos connaissances sur sa toxicité. Ce qu'on demande à nos patients, donc on leur demande quand même beaucoup, c'est de s'exposer à un risque potentiel de toxicité, c'est de passer beaucoup de temps dans nos structures hospitalières pour des bilans biologiques itératifs, des examens complémentaires, enfin bref, une surveillance qui est plus rapprochée, de subir des examens non utiles pour le diagnostic, mais également pour son traitement, enfin qui ne servent absolument pas à sa prise en charge. Je pense par exemple aux biopsies qu'on fait avant l'inclusion dans un essai et aux rebiopsies en cours de protocole. Et donc, qu'est-ce que le patient obtient? Quel est le risque pour nos patients donc, de participer à ces essais thérapeutiques? On sait que le taux de réponse est incertain, voilà, le bénéfice clinique est incertain, avec des taux de réponse qui varient entre 0 pour certains et puis plutôt 27% pour d'autres en fonction des types de molécules utilisées. Pour ce qui est de la toxicité et donc des décès liés à une toxicité, c'était une review d'environ des décès environ, je crois, il y avait 12 000 patients sur 460 études de phase 1, c'est noté là, avec des études qui étaient entre 91 et 2002. Et la toxicité dans cette review, le risque d'essai toxique, est d'à peu près 0,5%, avec un risque qui est supérieur pour les essais qui utilisent de la chimiothérapie et qui est nettement inférieur pour les essais qui utilisent de l'immunothérapie. Pour ce qui est de la toxicité grave, non létale, elle est de l'ordre de 14,3% et elle est également plus importante pour les patients ou dans les essais qui administrent de la chimiothérapie et moindre lorsqu'on utilise de l'immunothérapie. On voit par exemple que pour les vaccins, on n'a pas eu du tout de grade 4 dans ces essais. Après, on n'a pas du tout la mention du type d'effet indésirable
qui sont mentionnés, puisque ça n'a pas le même impact, en fonction du type d'effet indésirable, on n'a pas le même impact, évidemment, pour le patient. Qu'en est-il pour les essais de première administration à l'homme? Donc, on a moins d'efficacité attendue chez ces patients, avec un taux de réponse qui est inférieur, 4,8% versus plutôt plus de 10% dans les autres types d'essais thérapeutiques. Par contre, on a aussi moins d'essais toxiques, 0,26%. Donc la moitié moins versus 0,58%. Donc des taux de réponse inférieurs, mais un risque encouru par les patients qui semble également plutôt moindre. Donc ça, c'est une autre méta-analyse qui regardait également les essais de phase 1 d'escalade de dose qui avaient éventuellement une cohorte d'expansion. Et on voit que sur ces essais, le taux de réponse global oscille entre 2% et 19%, avec un taux de réponse moyen, enfin médian, de 4,1%. C'est très disparate, mais parce que les populations incluses dans ces essais sont très disparates, en particulier en termes de types tumoraux. On a aussi bien des tumeurs solides que des tumeurs hématologiques, et on sait que les tumeurs hématologiques, on a un meilleur taux de réponse pour ces patients, ce qui doit tirer vers le haut certains taux de réponse grâce aux tumeurs hématologiques. Ils ont essayé de découper un petit peu ça, et cette méta-analyse montre que chez les patients qui sont inclus dans une étude de phase 1 sur la phase d'escalade de dose, les chances de réponse pour un patient sont plutôt aux alentours de 5%, alors que pour un patient qui serait inclus dans une expansion de cohorte pour laquelle il y aurait déjà eu des signaux d'activité, eh bien, là, les chances de répondre pour le patient sont plutôt de l'ordre de 15%, donc supérieures. Maintenant, une fois qu'on a parlé des contraintes, on va pouvoir parler des intérêts de ces cliniques de phase précoce. Et donc, premier intérêt, c'est évidemment l'accès à l'innovation pour nos patients. Je vais prendre l'exemple du programme Accès. Donc, ça, c'était plutôt des études de phase 2, où les patients sur l'ensemble du territoire national pouvaient bénéficier d'un screening moléculaire pris en charge par la solidarité nationale sur des plateformes génétiques qui sont réparties de manière assez homogène sur l'ensemble du territoire national. Et à l'issue de ce screening moléculaire, en fonction de la présence ou non d'altérations moléculaires, les patients pouvaient être éventuellement traités dans ce qu'on appelle les programmes accès. Donc, par exemple, en cas d'altération dans les gènes ALK, MET, RON et ROS, bénéficient d'un traitement par crizotinib. Si une mutation BRAF V600E était mise en évidence, bénéficier d'un traitement par vemurafenib. C'était des cohortes toutes tumeurs confondues. Il y avait également un programme pour l'oncopédiatrie, où là, c'est un petit peu plus complexe. Les petits patients avaient un screening moléculaire et immunologique, et en fonction des résultats de ce screening, différents types de thérapies pouvaient leur être proposés pour être les plus adaptés possibles à ce screening. Il y avait également un programme accès immunothérapie avec plusieurs types de cohortes, donc des patients qui peuvent bénéficier de l'accès à des molécules innovantes grâce à ce type de programme qui n'ont pas forcément, on n'avait pas forcément la preuve de l'efficacité de telles molécules basées uniquement sur ce type de screening, même si on avait de bonnes raisons de le penser. Et j'ai en tête, par exemple, une patiente traitée dans le programme Accès pembrolizumab, qui était au-delà de recours, enfin de quasiment tout recours thérapeutique, non incluable dans d'autres essais thérapeutiques, en tout cas, n'avait pas disponible sur le territoire national, qui a été traitée par pembrolizumab pendant 2 ans avec une réponse qui était assez impressionnante. Qui n'a bénéficié que de ces 2 ans, puisque le programme ne permettait de leur faire bénéficier que 2 ans d'immunothérapie, qui a reprogressé et qui a de nouveau, grâce au programme Accès, de nouveau traité par immunothérapie. Donc, ça permet quand même de donner accès aux patients à une certaine innovation. Qu'est-ce qu'on peut attendre en fait après ces études de phase 1 on voit que parfois, ces études de phase 1 débouchent sur des autorisations de mise sur le marché. J'ai pris là l'exemple de 2 molécules, le crizotinib et le pembrolizumab. Là, il s'agit de l'étude de phase 1 du crizotinib, où des patients atteints de cancer bronchique non à petites cellules avec une translocation ALK étaient inclus.
Et dans cette étude, on avait des taux de réponse objectifs qui étaient quand même très impressionnants, 60%, et une survie globale également impressionnante, 75% chez des patients qui avaient été lourdement pré-traités, puisque à peu près un tiers d'entre eux avaient reçu plus de 3 lignes de traitement antérieur, ce qui est beaucoup. Pour ceux qui ne font pas d'oncologie, c'est vraiment beaucoup, et on a rarement des taux de réponse objectifs et des survies qui sont aussi impressionnantes. Et suite à ça, le crizotinib a obtenu l'AMM par la FDA, enfin, il a été approuvé par la FDA. Même chose pour le pembrolizumab, donc là c'était après une étude de phase 1-2. On avait des taux de réponse objectifs de 36% chez des patients atteints de mélanome métastatique, ce qui était également très impressionnant pour des patients chez qui les taux de réponse étaient habituellement assez médiocres. Et de la même manière, le pembrolizumab a pu obtenir l'autorisation par la FDA à l'issue de cet essai de phase 1-2. Donc au final, vous allez me dire que les taux de réponse qu'on observe en phase 1 sont assez médiocres, hein, entre 5 et 18%, enfin 5 et 19%, on l'a vu tout à l'heure. Mais il faut mettre ça en parallèle avec les taux de réponse qu'on obtient aussi avec certaines molécules qui ont déjà une autorisation de mise sur le marché et qui peut être pas forcément meilleure que ce qu'on trouve en phase 1. Je pense par exemple à la gemcitabine qu'on utilise dans le cancer du pancréas métastatique en deuxième ligne et qui a un taux de réponse objectif d'à peu près 5%. Même chose pour le topotécan qu'on utilise, alors souvent en Xème ligne dans le cancer de l'ovaire, mais là on a un taux de réponse objectif, c'est pareil, qui est assez médiocre de 10%. Donc c'est pas forcément moins bon, sauf qu'on connaît mieux le profil de tolérance des essais qui ont déjà des molécules qui ont déjà l'AMM, en tout cas en termes de bénéfices cliniques, c'est pas forcément moins bon que ce dont vont pouvoir bénéficier les patients après de multiples lignes de traitement. Par ailleurs, il est quand même important de souligner que la balance bénéfice-risque au fur et à mesure des dernières années s'est nettement améliorée avec des essais toxiques qui étaient plutôt en diminution, qui tient probablement au fait qu'on utilise de moins en moins de chimiothérapie et de plus en plus de thérapies ciblées, et en particulier d'immunothérapie, pour lesquelles il y a des décès, on l'a vu, hein, il y a moins de décès toxiques et moins de toxicité grave avec ce type de molécules. Pour ce qui est du bénéfice clinique, il est important aussi de différencier les phases 1 d'escalade de dose où les patients vont très souvent, peuvent recevoir des doses infrathérapeutiques et pour lesquelles donc, il y a assez peu de chances que le patient réponde au traitement, même si ce n'est pas impossible, aux essais de phase 1, au corps d'expansion des essais de phase 1, ou même aux essais de phase 2, où là, on a en général, on a déjà trouvé la dose qui était censée être efficace, en tout cas on a des données de pharmacodynamie pour le penser, même si on n'a pas la preuve d'une efficacité sur plus de patients. Donc bien différencier les deux. Le plus souvent, hein, on voit bien sur les dossiers qu'on reçoit, les cliniciens vont avoir tendance à adresser les patients pour savoir si on a des essais thérapeutiques de phase précoce, quand on aura un peu épuisé tous les traitements standards. L'inconvénient de ça, c'est qu'on a des patients qui arrivent déjà très éprouvés par les thérapeutiques qu'ils auront déjà reçus, très éprouvés aussi par la maladie, et donc en moins bonne forme. Il y a quelques années, il y avait des études qui ont montré que à peu près 20% des patients inclus, il y a quelques années dans les essais thérapeutiques de phase précoce, 20% d'entre eux décédaient dans les 90 jours qui suivaient leur inclusion dans l'essai de phase 1. Donc, ce n'était absolument pas satisfaisant. Et pour cette raison-là, des critères d'exclusion stricts ont été mis en place, ce qui a eu comme inconvénient, par contre, d'exclure à peu près, on considère qu'à peu près 33% des patients vont être pour ces raisons-là exclus des essais thérapeutiques. Ça a aussi comme inconvénient qu'on a des patients inclus dans ces essais thérapeutiques qui ne représentent pas vraiment les patients de la population générale, enfin, la population que nous on trouve dans la vraie vie, en fait, nos patients, puisqu'ils ont un état général qui est très similaire à ce qu'on trouve dans la population générale, donc à des patients sains, des patients qui sont en très très bonne forme et presque en trop bonne forme par rapport à ce qu'on a dans la vie de tous les jours. Deux équipes ont travaillé à la réalisation de petits scores pour aider, ce qui est utilisé d'ailleurs par beaucoup
dans les critères d'inclusion et d'exclusion des protocoles de recherche clinique. Et ils utilisaient le taux de LDH, le taux d'albumine et le nombre de sites métastatiques. Donc ça, c'était pour le Royal Marsden. Et au MD Anderson, ils ont rajouté le performance status, qui est un score d'état général, et puis la présence ou non d'une tumeur gastro-intestinale. Ce qu'ils ont montré, ce que ces deux équipes ont montré toutes les deux, c'est que plus ces scores étaient élevés, plus le risque pour le patient de décéder était important. Donc ça vaut pour les essais de phase précoce, mais c'est aussi quelque chose qu'on utilise, en tout cas nous, au sein de notre établissement, sous l'impulsion des médecins de soins de support, qu'on utilise également sous la forme de ce qu'on appelle le score pronopal, pour nous aider à décider de la poursuite ou non des traitements chez des patients. L'objectif étant d'éviter tout traitement, et quel qu'il soit, enfin traitement spécifique du cancer, j'entends, tout traitement quel qu'il soit autre que des soins de confort, d'éviter de mettre en place des chimiothérapies inutiles sur une fin de vie, ce qui impacterait potentiellement la qualité de vie des patients. Donc ça, c'est important pour la recherche clinique, mais j'ai envie de dire que c'est aussi à adapter dans notre vie de tous les jours. Le bénéfice clinique, on sait maintenant qu'il est plus important si on utilise une thérapie qui va aller cibler une anomalie moléculaire, une anomalie biologique. Ça, c'est une méta-analyse qui a regardé donc plusieurs types de tumeurs qui présentaient plusieurs altérations moléculaires. Ils ont montré que le taux de réponse objectif était supérieur pour les patients qui avaient reçu une thérapie qui ciblait une des altérations moléculaires, plutôt que d'utiliser un traitement un peu à l'aveugle, et qui avait également une meilleure survie sans progression et une meilleure survie globale chez ces patients. Donc un bénéfice clinique supérieur lorsqu'on utilise plutôt des thérapies adaptées à un profil moléculaire particulier. Le corollaire de tout ça, c'est l'évolution donc de nos pratiques. Donc, on a parlé tout à l'heure. Au départ, on avait surtout de la chimiothérapie et on testait chez des patients, souvent même type de tumeur, et on voyait qui répondait ou qui ne répondait pas. Maintenant, de plus en plus, on se base sur le profil génomique tumoral. On fait des screenings larges du génome tumoral pour déterminer quelles drogues vont être les plus appropriées pour traiter nos patients. Donc, dans les études de phase 1, et on s'en sert toujours, on utilisait beaucoup les critères de pharmacocinétique, de pharmacodynamie, l'efficacité et la toxicité, mais de plus en plus, on tend à ajouter des biomarqueurs qui vont être prédictifs d'une éventuelle réponse au traitement étudié et utilisé. On sait aussi que je vous ai parlé tout à l'heure des taux de réponse objectifs. Probablement que ces taux de réponse objectifs qui sont utilisés, qui combinent, on a dit, réponse partielle et réponse complète, qui ne tiennent donc absolument pas compte des patients qui sont stabilisés sous traitement, sont probablement pas ces réponses objectives, ce qui est le plus adapté pour ce qui est thérapie ciblée. Et donc l'évolution, ça va être également de tendre vers une adaptation des critères de jugement qu'on utilise pour évaluer l'efficacité. Avec l'évolution, on a également une évolution des designs des essais thérapeutiques. Avant, c'était un type de tumeur qu'on traitait, ou toute tumeur confondue, mais sans tenir compte de leur profil moléculaire, et on les traitait avec une molécule. Aujourd'hui, on a deux grands types d'essais thérapeutiques qui arrivent, que sont les essais basket et les essais umbrella. Les essais basket, c'est ce qu'on avait dans ce que je vous ai présenté sur les programmes accès crizotinib, accès vemurafenib, où plusieurs types de maladies vont bénéficier après un profilage moléculaire d'une thérapie ciblée. Donc en fait, ils ont une cible commune, plusieurs types de tumeurs, mais avec une cible commune qui pourront être traitées par une thérapie ciblée, et la même thérapie ciblée. Les essais umbrella, c'est un peu plus ce qu'ils ont fait en oncopédiatrie, et c'est une entité unique
d'un type tumoral unique qui va bénéficier d'un screening moléculaire. Et en fonction de ce qu'on va retrouver au screening moléculaire, les patients vont bénéficier de tel ou tel traitement adapté aux résultats de ce screening moléculaire. Donc, on a vraiment une évolution des designs avec de plus en plus d'essais basket et d'essais umbrella, les essais basket étant les plus fréquents. Donc maintenant, les patients dans beaucoup d'études de phase précoce vont être adressés, on va utiliser du tissu soit archivé, soit du tissu frais obtenu par une nouvelle biopsie pour faire ces analyses de séquençage ou des analyses immunohistochimiques parfois également encore aussi. Et les patients, en fonction de la présence ou non de la cible, vont pouvoir être traités dans le protocole de recherche clinique. On a un monitoring des patients, un suivi des patients qui est de plus en plus important, avec outre les données de pharmacocinétique et pharmacodynamique classique, on va recueillir un certain nombre d'informations de plus en plus importantes. Il est fréquent qu'on demande, qu'il soit demandé par le protocole une rebiopsie du patient après 1 ou 2 cycles de traitement, ce qui permet vraiment d'avoir des données de pharmacodynamie beaucoup plus précis, avec également des prélèvements d'ADN tumoral circulant ou de cellules tumorales circulantes. Donc ça, c'est des choses qui sont faites assez régulièrement. L'imagerie fonctionnelle est de plus en plus utilisée également pour essayer de trouver des facteurs prédictifs, essayer de prédire la réponse au traitement. Et puis, on continue bien évidemment à monitorer les patients de manière assez classique, avec des scanners et avec l'utilisation des critères RECIST. À la progression, il est fréquent également qu'une nouvelle biopsie soit proposée aux patients, ce qui permet tout ça, donc d'améliorer les connaissances scientifiques du traitement, de comprendre quel patient va répondre au traitement et de comprendre également les mécanismes de résistance aux thérapeutiques étudiées. Ça permet également pour le patient, en rebiopsiant, de refaire une analyse éventuellement moléculaire pour voir si on a l'apparition de nouvelles mutations qui permettraient d'être ciblées secondairement et donc d'adapter au mieux la suite de sa prise en charge. Donc, on voit bien que jusqu'à présent, au tout départ, on avait plutôt un développement assez classique des médicaments. On passait progressivement de la phase 1 à la phase 2, puis à la phase 3 avant d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché, avec ces phases 1 qui avaient vraiment pour objectif de déterminer sur un nombre limité de patients la dose maximale tolérée. Et puis, depuis quelques années, avec l'amélioration des connaissances scientifiques, l'amélioration des techniques, on a une prescription qui est plutôt guidée par les caractéristiques moléculaires, avec une réduction des prescriptions aux patients qui sont les plus susceptibles d'en bénéficier. L'objectif étant de diminuer le coût humain, donc c'est-à-dire d'éviter à des patients d'être traités par des traitements qui ne leur seraient pas bénéfiques, et de limiter également les coûts financiers, puisque ce sont des coûts de développement très importants. Grâce à tout ça, on voit qu'au fur et à mesure, on a plutôt une diminution des temps de développement des molécules, ce qui permet un accès plus rapide des molécules, un accès au marché plus rapide des molécules, avec parfois, on en a parlé, des autorisations de mise sur le marché conditionnelles qui sont obtenues dès la phase 1. Je dis conditionnelles parce que très souvent, elles sont conditionnées par les résultats d'études de phase 3, c'est-à-dire que l'autorité va dire « Ok, on vous donne l'autorisation, on donne l'autorisation de mise sur le marché, mais on veut qu'il y ait, par exemple, des données, que les données soient confirmées par des données de survie sur les études de phase 3, et l'autorisation de mise sur le marché ne sera maintenue que si l'étude de phase 3 sera positive. Ça, c'est fait de plus en plus souvent, mais ce qui permet quand même aux patients d'avoir accès plus rapidement à de nouveaux traitements potentiellement bénéfiques pour eux. Qu'en est-il de l'impact psychologique de ces essais de phase 1 et de l'impact sur la qualité de vie de ces patients, puisqu'on n'a pas toujours de bénéfices cliniques? Plusieurs études ont montré que chez des patients qui étaient inclus dans des études de phase 1
donc qui étaient comparés leur qualité de vie à la baseline et après un cycle de traitement. Il ne semblait pas y avoir franchement de différence significative mise en évidence pour ces patients. Pour ce qui est du retour des patients dans ces études de phase 1, donc on a plusieurs études, même si la littérature n'est pas non plus très prolixe à ce sujet, mais la majorité des patients sont a priori globalement satisfaits d'avoir participé à un essai de phase 1, même s'il y a la déception de sortir de l'essai. Quand on leur pose la question à l'issue de l'essai s'ils sont sortis pour progression ou pour toxicité, de savoir s'ils réaccepteraient de reparticiper au protocole en ayant connaissance un petit peu plus des tenants et des aboutissants de ce dernier. Dans la majorité des cas, là, je ne t'ai pas montré, mais à peu près 21 patients sur 27, une des études montrait qu'ils accepteraient de nouveau d'être inclus dans le protocole, tout en sachant que l'issue n'était pas forcément favorable. Même chose, on leur a posé la question de savoir si la lourdeur des procédures de ces thérapeutiques était potentiellement quelque chose de vu comme négatif, ce qu'on pourrait penser. Et finalement, les patients sont encore une fois plutôt satisfaits et même rapportent qu'ils sont plutôt rassurés d'avoir plus d'informations sur leur pathologie. Avec le sentiment d'être dans des mains un peu plus expertes quand ils sont dans des essais de phase précoce. Il y a également un bénéfice pour le patient qui dit qu'ils sont satisfaits de pouvoir aider à faire progresser les connaissances scientifiques et également aider d'autres patients qui sont dans le même cas qu'eux, améliorer la prise en charge d'autres patients dans le futur. Et ça leur permet d'avoir le contrôle, de mieux contrôler une partie de leur prise en charge, puisque malheureusement, ils ne contrôlent pas grand-chose. Donc finalement, un retour des patients qui est plutôt assez positif. Donc en résumé, pour les patients, quels avantages on peut en attendre? Donc, vous l'avez vu, l'accès à des traitements innovants, un suivi qui est quand même beaucoup plus rapproché que dans la vraie vie, si on peut dire ça comme ça, un sens qu'ils peuvent trouver dans le fait d'aider à améliorer les connaissances scientifiques et d'aider également d'autres patients dans le futur, mais avec des inconvénients qui sont des critères d'inclusion et d'exclusion assez stricts, donc ce qui fait que assez peu de patients, au final, pourront être inclus et que ces essais sont assez peu représentatifs de la population réelle de patients. Un risque évidemment de survenue d'effets indésirables qui est assez inconnu quand ils participent à ces essais, et la nécessité, c'est un investissement de temps pour eux, puisque ils vont avoir des examens et des déplacements itératifs, des consultations itératives pour participer à ces protocoles de recherche clinique. Pour ce qui est des centres investigateurs et des promoteurs, les avantages, c'est encore une fois donner l'accès à nos patients à des traitements innovants, de travailler sur des molécules et des technologies qui sont nouvelles, ce qui permet quand même, je pense, d'améliorer fortement nos connaissances et d'actualiser nos connaissances au fur et à mesure, puisque ce sont des domaines qui évoluent quand même très rapidement. On a un suivi très rapproché de nos patients, ce qui permet de détecter très précocement les effets indésirables reliés à ces traitements. L'intérêt est également, à mon sens, de collaborer avec d'autres centres, d'autres pays et d'autres équipes scientifiques et médicales au niveau national, mais également au niveau international. Donc, ça peut aussi permettre de développer certaines collaborations. Et puis, ça permet, en fait, quand on a participé au développement de ces thérapeutiques dans leur phase toute précoce de développement et que la qualité de notre recherche est reconnue, d'augmenter nos chances pour participer aux essais de phase 3. Et donc, potentiellement augmenter nos chances de pouvoir proposer à nos patients des molécules pour lesquelles on a quand même un peu plus de recul et donc de donner accès à cette innovation à un plus grand nombre de patients. L'inconvénient du coup de ces phases précoces, c'est que ça concerne, on l'a vu, peu de patients, que l'objectif premier, c'est que ce n'est absolument pas le bénéfice thérapeutique, c'est vraiment de trouver la dose et qu'un certain nombre de patients seront traités à des doses infrathérapeutiques. C'est encore l'accès, une disparité d'accès aux études sur le territoire national, avec un coût
aussi humain et matériel qui est important pour la mise en place de tels essais, le temps également qui est très très important pour ces essais, et les méthodes de détermination de dose qui sont encore très imparfaites, même si probablement qu'elles s'améliorent avec le temps. Donc, au global, ça permet quand même d'avoir accès à le développement plus rapide de molécules, même si on a une logistique qui est quand même assez lourde. Donc, en conclusion, à l'origine, on voit que les essais de phase précoce étudiaient surtout des molécules cytotoxiques comme la chimiothérapie, avec des objectifs de recherche de doses et d'études de la toxicité. Mais sur les 20 dernières années, avec l'amélioration des connaissances précliniques, on a de plus en plus de développement des thérapies qui sont adaptées à des cibles biologiques, donc à des thérapies ciblées, avec du coup une augmentation du bénéfice clinique pour nos patients, et on l'a vu, une diminution du risque de toxicité. Aujourd'hui, on a donc des designs de plus en plus complexes qui sont utilisés, l'objectif étant, encore une fois, de majorer le bénéfice potentiel chez nos patients, avec l'utilisation de plus en plus de cohortes d'expansion et de drogues non cytotoxiques comme les thérapies ciblées ou l'immunothérapie. Je pense que c'est probablement pas l'opinion de tout le monde, mais pour moi, les essais thérapeutiques, ça reste une option thérapeutique. Ça peut être une des options thérapeutiques pour nos patients. Et clairement, pour moi, le principal intérêt de ça, outre évidemment l'amélioration de nos connaissances, etc., c'est vraiment l'accès à l'innovation pour nos patients. Ça permet donc l'amélioration des connaissances, une amélioration qui se fait presque en temps réel grâce à l'inclusion des patients dans nos essais, et en particulier grâce, on a vu, à l'incrémentation au fur et à mesure de données biologiques grâce à tous ces patients qui acceptent les biopsies et les prélèvements itératifs. J'ai terminé, donc je vous remercie. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y avait des choses qui ne vous semblaient pas claires. Et encore une fois, ceux qui travaillent plutôt sur les volontaires sains, s'ils ont des choses à ajouter, je vous laisse compléter mes propos. Oui, merci beaucoup. Effectivement, alors il y a eu jusqu'à quasiment 70 participants. Donc il y a forcément des questions. Je vais juste changer ma webcam. 70 mains levées? Non, c'est pas 70 mains levées, 70 participants. Pour 10 sites environ. Bon, j'arrive pas à changer ma webcam, tant pis. Vous allez me voir moi. Vous voulez que j'enlève la mienne peut-être? Non, c'est juste que j'ai 2 webcams sur mon PC et du coup, ça, j'arrive pas à changer. C'est pas grave. Du coup, on va prendre les questions. Est-ce qu'il y a des salles à connecter, Cécile? Oui, alors, monsieur Aubé, si vous voulez prendre la parole. Monsieur Laviole, du coup, avait une remarque, un commentaire sur les références bibliographiques des études qui ont été présentées lors de votre conférence. Donc, je laisse la parole à monsieur Laviole, qui va pouvoir de lui-même ouvrir son micro. Normalement. Vous m'entendez? Parfaitement. Oui, tout à fait. Parce qu'il est dans les salles. Bonjour. Alors, d'abord, merci beaucoup pour cette présentation très complète. Alors oui, ma première remarque, c'est une remarque, c'était une requête plutôt. C'était, donc, on aura ce diaporama ou pas? Oui, je peux. Enfin, je l'ai fourni le PDF, donc je Ouais. crois qu'il va être attaché à la présentation. Oui, Et ça vous serait l'aurez. possible d'insérer les refs biblio en face des travaux que vous avez présentés, notamment, il y a toute une première partie là sur les chances d'avoir un succès en phase 3 en fonction des méthodes utilisées en phase 1, etc., qui était très intéressant. Vous avez présenté des résultats, mais on ne peut pas retrouver les articles. D'accord, oui, j'ai pas mis les références complètes, effectivement, pour aller plus vite, puisque j'avoue que j'étais un peu en retard, mais je peux compléter sans souci. Ouais, ce serait très gentil. Alors, j'ai une petite question, ou une remarque d'ailleurs. Donc, au-delà de tous les aspects méthodologiques que vous avez évoqués, il y a un aspect très important qui est l'organisation. Et vous l'avez très bien dit au début de votre présentation, la complexité des études de phase précoce, notamment en cancérologie, nécessite des ressources en personnel formés et compétents qui sont très importantes.
Alors, vous avez parlé de votre structure avec 8 lits d'hôpital de jour, mais Oui, quand on est clip comme nous et vous d'ailleurs, il faut qu'on ait on fait des hospitalisations. oui. Et donc, Il faut que on les patients a, puissent dormir, oui. ouais, Ah nous, oui, tout on à a des fait. besoins qui peuvent être, dans certains cas, de une infirmière pour un patient. Quand on Oui, voit l'étude que vous avez présentée, c'est exactement ça. On a des points de surveillance tous les quarts d'heure au début, notamment des perfusions, avec des points de PK qui peuvent être aussi assez rapprochés, notamment au début de l'administration du traitement. mm, Euh, et ça, en pratique, c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il faut savoir gérer aussi les équipes, savoir s'adapter à des fluctuations d'activité parce que les patients ils sont pas là en permanence. Comme vous l'avez très bien dit, ce sont des études avec des critères de sélection très stricts. Donc, c'est pas forcément simple de trouver des patients, mais quand on les trouve, il faut qu'on les traite vite et qu'on soit très réactif. Donc, c'est ça. c'est vraiment un aspect qui est pas simple à gérer au quotidien quand on réalise ce type d'essai. Et je voudrais savoir un peu comment vous faites, vous. Je pense qu'on a les mêmes difficultés que vous en ce moment. Enfin, l'activité, en fait, dans ce type d'essai, hein, vous l'avez bien dit, elle est absolument pas lisse. Et donc, on va se retrouver avec des périodes, on va dire, un peu de creux. Et des périodes, c'est souvent d'ailleurs à ces périodes-là, avril, mai, juin, où on a un pic d'activité avec un nombre de mises en place d'essais thérapeutiques de phase précoce qui est plus important et donc un nombre potentiel de patients incluables qui augmente fortement. Donc j'ai envie de dire qu'on fait au mieux. On n'a pas un nombre de lits qui est extensible. On a la chance en fait d'avoir en fait l'unité nous qu'on a, elle comporte, vous l'avez vu, 8 lits, on va dire 2 jours, mais avec la possibilité de les garder pour certains, d'en convertir certains en nuit qu'on peut garder dormir. Et on a juste à proximité quelques lits d'hôpital de jour, donc vraiment sur le même étage. Et j'avoue que de temps en temps, quand nos collègues d'hôpitaux de jour nous le permettent, on va grappiller des lits sur les jours pour pouvoir traiter plus de patients. Mais sinon, c'est un vrai casse-tête de bien, on va dire, imbriquer les patients les uns à la suite des autres pour ne pas perdre de place et pas perdre de temps pour traiter les patients. Et après, vous parlez aussi des ressources, puisque si on traite plus de patients, il nous faut aussi des ressources humaines pour traiter nos patients correctement supplémentaires. Donc, on a 6 infirmières en fait de recherche dans le service et en fait, on a 2 autres infirmières, enfin, quasiment 2 temps plein qui sont des infirmières qui sont plus là pour coordonner, renforcer l'équipe, nos équipes infirmières en particulier quand on a des essais comme ça qui demandent beaucoup de surveillance. On doit détacher une infirmière par patient. Et là, par exemple, la semaine prochaine, on a 2 patients qui, en plus, inclus dans ces 8 lits, on aura 2 lits qui seront pris par des patients de ces essais de phase très précoce qui vont nécessiter une infirmière par patient. Et donc, on a un renfort de ces 2 infirmières de recherche clinique qui coordonnent d'habitude, qui viennent aider leurs collègues pour les prendre en charge et faire les points de pharmacocinétique et les surveillances. Donc, on gère comme ça. Et après, on a l'objectif d'augmenter le nombre de lits aussi des patients pour la suite, avec peut-être dans l'avenir des lits qui pourront être soit des lits pour traiter les patients par voie intraveineuse ou avoir des surveillances plus rapprochées, ou qui pourront nous servir pour d'autres types de traitements, enfin avoir des lits un peu qui puissent être finalement adaptables en fonction de nos besoins. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, et c'est vrai que pour notre direction, c'est pas forcément simple à entendre ça, qu'on ait des fluctuations d'activité, et du coup, c'est C'est ça. hyper difficile. Et je pense à nos cadres de santé, quand on leur demande d'organiser des équipes parce qu'on a besoin d'une infirmière de nuit et qu'il faut la faire revenir, la mettre en surcroît d'activité, etc. C'est vraiment un casse-tête. Et il faut pas aussi négliger tout le temps de préparation des documents de l'essai, parce que ces études de phase précoce sont extrêmement lourdes en paperasse, et nos infirmières de recherche clinique, elles font pas que des prises de sang, elles ont aussi en charge toute l'étude, et notamment la préparation des documents sources qui est souvent très lourde pour peu de patients inclus. Donc c'est très time consuming et ça demande beaucoup de personnel et ça les gens s'en rendent pas facilement compte.
Oui, c'est du travail qui n'est pas visible, hein. Oui, en effet. En tout On cas, va merci passer à pour une votre autre. présentation. Ouais, on va passer à une autre question. Cécile, il y a des questions? Oui, alors nous avons une question de Hélène Fortin-Prunier du CHU de Brest. Alors je vais tenter d'ouvrir votre micro parce que c'est plus dynamique si c'est vous qui posez la question. Si ça ne fonctionne pas, je la relayerai oralement du coup. C'est bon, j'ai activé mon son. Parfait. Oui, Bon, je vais prendre la parole, allez-y. Bonjour et merci pour la présentation. Je voulais savoir pour la labellisation Unité Clip 2, comment ça se passe? Qui la délivre, cette labellisation-là? c'est l'INCA, donc il y a un dossier à monter, mais c'est l'INCA. Et après, il y a aussi des autorisations en fait d'autres autorités en plus de ça. Mais la labellisation Clip 2, c'est via l'INCA. D'accord. Et vous savez s'il y a Après, j'avoue que je ne sais pas combien de. Je sais pas si Raphaël t'es connecté, tu sauras peut-être mieux que moi s'il y a enfin tous les combien ils relancent les demandes de labellisation et combien de centres ils prennent habituellement, enfin combien ils en sélectionnent tous les ans, est-ce que tu sais, Raphaël? Il y avait un nombre figé de centres labellisés ou tous les Je ans? ne sais plus, j'avoue, j'ai un doute. Mais je sais pas si elle est encore là, Raphaël, elle est peut-être partie. Après ça, je pourrais me renseigner si vous voulez. Ouais. Ce que vous faites, c'est que vous envoyez aux organisateurs vos coordonnées mail et comme ça, je peux vous renvoyer ça par mail. D'accord. Merci. Alors, juste, je peux peut-être mettre un petit commentaire, je suis désolé, mais c'est vrai qu'à Rennes, on a choisi un modèle où le Clip 2, il est cohabilité pour le CLCC et le Centre d'investigation clinique. Oui. Ce qui nous permet, parce que le CLCC gère plutôt les tumeurs solides chez nous et nous plutôt les matos, voilà, pour faire simple. D'accord. Voilà. Et donc, Okay. on s'est organisé comme ça. En lien, bien sûr, avec le service des matos. Ouais. À Nantes, le Clip 2, d'ailleurs, il est CHU plus CLCC. Hein. Il n'est pas que CLCC. Mais, ouais. Donc, ça peut être un groupement, effectivement, d'établissements. Ok, merci. On n'a pas de questions pour le moment. On avait juste du coup une remarque pour savoir si la présentation serait bien rediffusée. Donc oui, on diffusera le diaporama du coup complété de la bibliographie et la vidéo sera mise à disposition sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Je passe la parole du coup à Monsieur Aubé qui avait quelques commentaires et questions, je crois. Merci beaucoup pour la présentation. On voit les contraintes quand même, la lourdeur, notamment en termes de personnel. Et une question très simple, c'est est-ce que le financement de ces études est à la hauteur de la contrainte? Enfin, ça, c'est une bonne question. Je pense que non. Enfin, moi, je pense que c'est pas vraiment à la hauteur des contraintes. En plus, avec il y a quelques années, il y a les signatures de conventions uniques, qui sont la convention qui est maintenant signée par le centre coordonnateur. Donc, c'est plus du tout, c'est pas chaque centre qui va faire la convention avec le promoteur, mais c'est le coordonnateur qui va finalement fixer les coûts de chaque tâche pour l'ensemble du territoire national. Et du coup, je pense qu'on n'a pas forcément tous les mêmes organisations. Et donc, c'est pas toujours en adéquation avec le temps humain passé et le temps, et même le matériel utilisé sur place. Donc, non, c'est pas toujours rentable. Mais je pense que les industries, c'est moins qu'avant, c'est moins payé qu'avant, moins rentable qu'avant, même si ça le reste quand même. Je pense qu'on s'en sort un petit peu avec une partie des retours de la sécurité sociale un petit peu. Parce qu'effectivement, la question… les points de publication qu'on récupère également par la suite. Je pense qu'il y a tout ça, il y a tout cet impact-là, en fait, cet aspect qui n'est pas à négliger dans le retour, entre guillemets, sur investissement. Alors, je peux peut-être moduler un peu ça parce que moi, j'ai pas tout à fait la même vision. Ouais. Pour nous, les études de phase précoce, c'est vraiment des études qui sont extrêmement bien financées. Si on a besoin on a souvent un financement d'une infirmière temps plein par patient s'il y a besoin, quoi. Et le temps de l'étude.
et parce que ce sont des études industrielles. Donc, c'est vrai qu'on on a plutôt l'impression quand même que par rapport à d'autres essais de phase 3, je parle même pas des PHRC, on a quand même des financements qui sont beaucoup plus importants. Ah oui, par rapport à des phase 3, on est d'accord, ouais. Après, ça prend, enfin, en termes de temps pour rentrer les données, tout ça, c'est vrai que c'est quand même très, très chronophage pour les attachés de recherche clinique ou les infirmières de recherche clinique en fonction de nos organisations respectives. Mais, Parce que le corollaire à ma question, alors admettons que entre vous deux, c'est neutre, que c'est correctement financé et que ça ne nous en coûte pas. On voit bien qu'il y a finalement assez peu d'inclusion en France, assez peu de centres faisant de la phase 1, alors qu'on a l'impression qu'il y a un réel intérêt pour les équipes de recherche, puisqu'on a l'impression de pouvoir influer sur l'étude elle-même, alors que dans la phase 3, on a vraiment l'impression d'être prestataire de service. Certes, il y a l'intérêt de l'offre d'un nouveau traitement aux patients, mais l'intérêt pour l'équipe de recherche est peut-être moindre. Et est-ce que vous avez une explication ou des explications sur le peu de centres finalement qui s'engagent dans la voie de la phase 1? Je pense qu'il faut déjà, enfin, faut les autorisations et donc faut l'organisation qui va avec. Du coup, je pense qu'on n'a pas, enfin, tout le monde n'a pas forcément les moyens financiers et humains parce que ça se met en place avant. Il faut monter les dossiers. Après, ouais, je sais pas pourquoi c'est pas fait plus largement. Après, on n'a pas, je pense qu'on a, c'est une question aussi de plateau, on va dire technique pour être un peu trivial, mais qui permet pas à tout le monde d'en faire, même si à mon avis ça intéresse quand même beaucoup de patients. On voit, enfin beaucoup de praticiens. On le voit hein, d'ailleurs avec là sur l'interrégion Ouest, on a le staff Arpego. On voit bien le nombre de dossiers de présentés par nos collègues pour inclure les patients dans l'essai thérapeutique. J'imagine que s'ils avaient la possibilité d'inclure les patients directement au sein de leur établissement, ils le feraient sans souci. Ouais, je veux bien compléter, Christophe, si tu veux. Allez-y. C'est vrai que pour participer à un essai de phase précoce, il faut être sélectionné. Et les enquêtes de faisabilité des industriels sont extrêmement difficiles, très compétitives. Généralement, ce sont des essais compétitifs internationaux, très peu de centres ouverts. Donc, il faut avoir un investigateur qui a une reconnaissance internationale dans le domaine. Il faut un centre qui soit reconnu par l'industriel comme étant un centre compétent et capable de réaliser les études dans les conditions dans lesquelles ils veulent qu'ils soient réalisés. Donc, c'est vrai qu'il faut essayer de rentrer dedans, d'accrocher quelques essais déjà, parce que la compétition est très, très rude pour participer à ces études-là aussi. Il ne faut pas négliger cet aspect-là. C'est vrai qu'on remplit beaucoup de faisabilité. Je crois que, enfin, je sais pas vous, à peu près quel pourcentage après les questionnaires de faisabilité, quel pourcentage, on va dire, vous avez d'études, enfin de retours positifs, mais je crois que c'est à peu près 20% chez nous. En tout cas, pas plus. Je sais pas chez vous combien c'est, mais on remplit beaucoup de questionnaires pour rien en fait. Donc, ouais, j'ai pas de chiffres, hein, mais c'est vrai que tout le monde veut participer aux essais de phase précoce, ça c'est certain. Et il y a peu de place en fait. D'accord. Ce que vous dites est valable pour l'onco, pour la cancéro, là où on est le moins mauvais, mais est-ce que c'est valable aussi pour le non-cancéro, où là on n'est pas mauvais, on est catastrophique, puisqu'on devient pratiquement inexistant à l'international? C'est la même raison, c'est parce qu'on n'est plus visible, qu'il n'y a plus rien pour réamorcer la pompe, ou c'est parce qu'on n'a pas été à un temps capable de faire correctement et que du coup on s'est fait griller? Alors déjà, le développement de molécules hors cancéro, il est sans commune mesure avec ce qui se passe en cancéro, mais il y en a beaucoup moins. Après, pour ce que je connais pas mal, les vaccins par exemple, il faut être dans les groupes, il faut être dans les réseaux qui participent à ces études. Et c'est toujours pareil, hein, tu sais, il faut être visible en fait pour que les industriels viennent vers toi. Et ensuite, une fois qu'ils viennent vers toi, il faut que tu les convainques que tu as la capacité de recrutement qu'ils attendent. Et généralement, ils sont très exigeants. Et c'est là que ça peut pêcher en France en général. D'accord. Ok, c'est effectivement parce qu'on met toujours nos difficultés sur la lourdeur
la procédure et la longueur de la procédure avant les premières inclusions. Mais moi, je me pose toujours la question parce qu'on ne voit jamais d'infos sur ce qu'on est capable d'inclure et la façon dont on remplit finalement nos engagements sur ce type d'études. Et je me pose toujours la question de savoir si ce n'est pas parce qu'effectivement on n'arrive pas à remplir nos engagements qu'au bout d'un temps on disparaît dans de la visibilité des industriels et s'il n'y a pas un truc à faire sur comment aider les gens quand ils arrivent à en avoir un à vraiment remplir le contrat pour que petit à petit on arrive à regagner de la visibilité et ce type d'études. Okay. C'est sûr qu'une des critères de qualité de l'industriel, c'est de vérifier effectivement qu'on se tient bien à ceux qu'on avait prédit, au nombre de patients qu'on avait prédit inclure. Il y a aussi la qualité quand même, je pense, de la recherche clinique et du recueil des données, vérifier qu'il n'y ait pas trop de données manquantes par rapport à ce qui avait été demandé. Pour ce qui est je ne sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil. Mais non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut leur montrer qu'on travaille bien, qu'on recueille des données comme ils le veulent. Ouais, oui, ça. Et puis, tu vois, par exemple, sur les vaccins Covid, il y a eu des phases 1 qui ont été faites. La France n'a pas été sélectionnée pour plusieurs études. La France, parce qu'on avait des capacités d'inclusion qui étaient pas celles qu'ils attendaient. Ils attendaient des centaines de volontaires sains inclus sur des durées très courtes. Et c'est les Belges et les Anglais qui pouvaient le faire. Nous, on n'avait pas les structures académiques pour le faire. Après, je pense que ce qui nous aidera dans le futur, c'est quand même qu'on ait des bases de données un peu plus précises des patients qu'on a, qu'on rencontre un peu tous les jours pour estimer au mieux le nombre de patients dans telle ou telle pathologie et donc le nombre de patients qu'on peut penser quand même potentiellement inclure parce que, alors chez nous, on n'a pas de base de données. Ils sont en train d'essayer d'en créer une, mais c'est pas du tout pour tout de suite, je pense. Donc, clairement, quand on remplit un questionnaire de faisabilité, c'est un petit peu, j'ai pas envie de dire que c'est du hasard, parce que c'est peut-être un peu beaucoup dire, mais en tout cas, c'est absolument pas précis. C'est vraiment en fonction un peu à vue de nez du nombre de patients qu'on voit habituels et des habitudes qu'on a après au fur et à mesure de remplir les questionnaires et du nombre de patients qu'on a inclus dans tel ou tel essai qu'on les remplit, on les remplit comme ça. Donc, il n'y a absolument pas c'est pas des critères, c'est pas des critères de décision très très durs dans le choix du nombre de patients qu'on peut inclure. Je ne sais pas si vous avez si d'autres centres ont des bases de données, parce que ça m'intéresserait de voir comment ils ont fait, mais. Il y a EOP qui existe. Ouais, ça doit servir à ça un petit peu normalement. Mais bon, le problème d'EOP, c'est que ça vous sort beaucoup de patients et qu'il y a un énorme travail d'élagage à faire. J'avais essayé de m'en servir, mais ça ne marche pas très bien. Ok, bon, on va devoir s'arrêter là. Encore une fois, merci beaucoup pour le topo, c'était parfait. Ça répondait bien à nos attentes. En tout cas, on a tous appris, je pense, pas mal de choses. Vous remis des choses au clair. Marion, Cécile, la prochaine fois, c'est quand? Ce n'est pas fixé, mais ce sont les Nantais qui doivent prendre contact avec nous pour fixer un sujet, fixer une date. Et donc, il y aura plus d'infos sur notre site web et puis via notre newsletter qu'on envoie par courriel régulièrement. Et cette présentation-là, vous pourrez la retrouver en ligne sur notre site web. Et sera adressée par mail également. Ouais, ceux qui sont inscrits la recevront directement, recevront le lien directement par courriel. Par contre, on peut vous communiquer que la prochaine journée du GIRSI, du coup, on l'espère en présentiel, aura lieu le 29 juin à Angers. Gardez bien la date, le 29 juin, ça sera une des premières journées qu'on pourra faire en présentiel. Il fera beau, on ne sera pas à la fac de médecine comme d'habitude, mais on sera à la fac de droit. C'est plus près du centre, c'est bien aussi, c'est sur le trait du tramway. Et j'espère qu'on pourra enfin se retrouver après 1 an et demi d'absence. Voilà. Et le thème, c'est succès et échec en recherche clinique. Ouais. On aura le plaisir de retrouver Monsieur Laviole d'ailleurs. Voilà, merci à tous pour votre attention. Merci à tous, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.